Bienvenue dans le débat de France 24. Cette fois, ça y est, après 6 mois de campagne électorale, 100 jours à l'Élysée et 2 mois de concertation rue de Grenelle, on connaît enfin le contenu des ordonnances. Cette fameuse réforme du Code du travail, si nécessaire qu'elle apparaissait comme la priorité du nouveau pouvoir, si urgente aussi qu'elle imposait un dialogue direct entre gouvernement et partenaires sociaux sans recours au Parlement. Et bien voici en résumé et en images les grandes lignes du projet. La fin d'un long suspense. Les ordonnances enfin dévoilées. Le Premier ministre détaille l'ampleur des changements sur le Code du travail. Une réforme ambitieuse, équilibrée et juste. Les 5 ordonnances que nous venons de communiquer aux partenaires sociaux, qui sont désormais publiques, se proposent de rattraper des années perdues. Des bouleversements d'abord pour le dialogue social. La négociation sera désormais possible sans syndicat dans les entreprises jusqu'à 50 salariés. Un représentant élu du personnel suffira. Et dans les sociétés de moins de 20 salariés, l'employeur pourra même négocier avec des salariés non élus. Des négociations très larges sur le temps de travail, l'organisation de l'entreprise et même les primes, comme le 13e mois. Plus de pouvoir aussi dans les branches professionnelles, notamment sur les contrats de travail. Les branches pourront décider d'instaurer un contrat de chantier calé sur la durée d'un projet, comme c'est déjà le cas dans le bâtiment. Possibilité aussi de revoir les modalités du CDD. Réforme enfin du licenciement. Au prud'homme, les dommages et intérêts seront désormais plafonnés. En contrepartie, les indemnités légales sont revues à la hausse, plus 25%. Instauration aussi d'une rupture conventionnelle collective, un départ négocié de l'entreprise qui n'est possible jusqu'à présent qu'à titre individuel. Des réformes qui, selon le gouvernement, visent à changer l'état d'esprit du Code du travail. Alors jusqu'où justement est-ce qu'on change l'état d'esprit non seulement du Code du travail mais plus généralement des employeurs et des salariés ici en France? On va en parler avec vous. Christine Cardellan, bonjour. Vous dirigez la rédaction de l'Usine Nouvelle. Aurore Berger, vous êtes députée La République En Marche des Yvelines, porte-parole du groupe à l'Assemblée. Vous êtes membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Face à vous, Bastien Lachaud, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Et enfin, Guillaume Durand, bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste sur Radio Classique. Alors on va peut-être revenir sur la présentation aujourd'hui par Édouard Philippe, puisqu'il place d'emblée cette réforme dans un cadre assez ambitieux à rattraper les années perdues. Écoutez. Les 5 ordonnances que nous venons de communiquer aux partenaires sociaux, qui sont désormais publiques, se proposent de rattraper des années perdues. Des années de rendez-vous manqués, peut-être mal négociés, peut-être mal expliqués, peut-être mal compris, mais toujours repoussés ou affadis. Emmanuel Macron l'avait martelé pendant sa campagne. Il fallait aller beaucoup plus loin que ne l'avaient fait François Hollande et Myriam El Khomri en matière de dialogue social pour le parcours des salariés, mais aussi pour donner plus de souplesse aux entreprises. Du coup, Christine Cardellan, on attendait beaucoup de cette réforme du Code du travail, un peu comme un test de la volonté du gouvernement et de sa capacité surtout à réformer. Test réussi à la lecture de ces ordonnances ? Oui, je dirais que la montagne n'accouche pas d'une souris, et notamment pour les petites entreprises, pour les TPE et les toutes petites entreprises, moins de 50 salariés, il va y avoir beaucoup plus de liberté pour discuter avec les salariés, pour passer des accords avec des délégués du personnel qui ne soient pas mandatés par un syndicat. Je pense que les chefs d'entreprise, de petites entreprises, doivent être ravis ce soir parce qu'il y a plein de mesures qui vont leur permettre d'embaucher davantage. C'est une réforme qui est marquée politiquement, on peut dire qu'elle est libérale. En France, on considère forcément que c'est libéral quand on touche au Code du travail, mais on rejoint simplement, et sans rejoindre vraiment, on se rapproche simplement de ce qui se passe en Allemagne, en Scandinavie, aux Pays-Bas, dans beaucoup de pays où il y a beaucoup plus de dialogue social dans les entreprises entre les chefs d'entreprise et les salariés. Guillaume Durand, il est inventif, Emmanuel Macron. C'est une vraie remise à plat du Code du travail ou simplement une demi-mesure ? Simplement sur les chiffres, il faut quand même se rappeler qu'à part le gouvernement Villepin avec Borloo, si ma mémoire est bonne, Breton et Copé au budget, c'est la seule période de l'histoire récente, c'est-à-dire au milieu des années 2000, où il y a eu une régression du chômage sur un an. C'est-à-dire que l'argument consiste à dire ça fait 30 ans que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai commencé ma carrière fin de Giscard, début de Mitterrand. Depuis, tous les mois,
les chiffres du chômage en France se dégradent, sauf éventuellement pendant cette longue période qui a duré en gros une année. Donc il est évident qu'il fallait réagir. C'est une situation qui n'est pas tenable. Alors, est-ce que ça changera profondément les rapports entre les petits patrons, Christine vient de le dire, et les salariés, certainement? Est-ce que ça va mettre en cause le syndicalisme en France? J'en suis pas certain, il est déjà assez mal en point comme ça. Quant à l'imagination d'Emmanuel Macron, moi, ce qui m'est apparu intéressant, c'est évidemment la coagulation entre la présentation par son Premier ministre et quand même l'interview de l'Express ce matin, où au fond, il a quand même largement résisté à ce qui fut quand même la tentation et la réalité de tous les précédents présidents, c'est-à-dire, pour prendre 2 exemples, Hollande et Sarkozy, on est en grande difficulté, pof, directement on va à TF1. Et on fait un dispositif spécial, on coagule les chaînes pour essayer. Donc, il garde quand même cette idée que la France, d'ailleurs il parle beaucoup de l'histoire, est un pays littéraire et qu'on n'est pas obligé de faire un grand numéro à la télévision pour essayer de convaincre les gens. Il faut essayer de les convaincre sur le fond. Maintenant, est-ce que ça va marcher? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une majorité suffisante et une équipe suffisamment solide pour porter tout ça? Ça, c'est la vraie question, parce que tout le monde a remarqué au début de la semaine dernière qu'Édouard Philippe n'avait pas été très brillant à la télévision. Oui. En tout cas, pour lui, cette réforme, c'est le moyen de ne pas revenir ensuite, de ne pas rouvrir le dossier du Code du travail. Il le dit, on va le voir peut-être dans cette interview justement du Point, il parle d'une réforme de transformation profonde qui doit être assez ambitieuse et efficace pour continuer à faire baisser le chômage de masse et permettre donc de ne pas revenir sur ce sujet durant le quinquennat. Aurore Bergé, ça va vraiment avoir des effets rapides sur le chômage, ça? C'est le sentiment que vous avez, ou vous pensez vraiment qu'avec cette réforme-là, on va voir rapidement le chômage qui commence déjà à baisser, ce n'était pas le cas en juillet d'ailleurs, mais poursuivre beaucoup plus rapidement sa décrue? Je pense que ce qui est très important dans cette réforme, c'est que pour la première fois, on arrive à distinguer les typologies d'entreprises. En général, on avait un code du travail qui s'appliquait de manière uniforme, quelles que soient les tailles des entreprises. Et là, clairement, on a une priorité sur les TPE et les PME qui sont les premières à employer aujourd'hui en France, où on ouvre des champs de négociation, des accords d'entreprise qui sont désormais possibles. On n'exclut pas les syndicats, puisque de fait, les syndicats étaient extraordinairement minoritaires. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il y avait 4% à peu près de délégués syndicaux. Donc de toute façon, ils étaient dans des complexifications extrêmes pour arriver justement à négocier. La loi reste la loi, on ne déroge pas à la loi. Par contre, on peut améliorer, on peut essayer de faire plus de dentelle dans des entreprises. Ça, c'est pour le dialogue social et l'accueil effectivement très positif aujourd'hui des fédérations professionnelles et des artisans notamment. Mais concrètement, est-ce que ça va avoir un effet mécanique sur le chômage? Ça ne va pas avoir un effet dans les 2 semaines qui viennent. Il a dit 18 à 24 mois. On se donne en effet un temps parce que ça va créer des situations on a des situations aujourd'hui qui sont congestionnées, qui sont bloquées, avec des freins aujourd'hui manifestes à la fois à l'embauche et aussi des freins à l'installation de filiales, par exemple, en France. Parce que ce qui est reproché, ce n'est pas juste la question du coût du travail. On focalise beaucoup sur la question du coût du travail. C'est la question de l'illisibilité aujourd'hui du droit du travail, de l'incertitude lié à ceux du droit du travail qui est aussi beaucoup créé progressivement par la jurisprudence et sa complexité. Donc ça, aujourd'hui, les ordonnances permettent de répondre de manière extrêmement pragmatique à ça, à l'issue quand même de 300 heures de réunion de travail. Et vous avez vu d'ailleurs l'attitude des syndicats de salariés, avec FO par exemple, qui dit clairement qu'ils n'appellent pas à manifester. Oui, pas qu'ils disent qu'ils vont quand même lire en détail. Non mais très bien. Mais moi, je vois quand même par rapport à ce qu'on nous prédisait, on disait que ce serait impossible de dialoguer. On dialogue. Laurent Berger, il ne va pas jusqu'à manifester, mais il est quand même déçu. Mais il y a peut-être des choses qui méritent encore d'être améliorées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des progressions évidentes sur la capacité de ce pays à négocier, à concerter. Et parce que pour la première fois, on a quand même des concertations qui ont duré longtemps. On n'a pas eu de fuite dans la presse, on n'a pas eu de petites phrases de syndicats, de ministres, de parlementaires. Ça s'est vraiment passé de manière efficace. Et ça veut dire qu'aussi, on peut laisser une chance au dialogue dans ce pays. Bastien Lachaud, avant même de connaître le contenu de ces ordonnances, la France Insoumise avait appelé à manifester le 23 septembre. Ce texte, il confirme vos craintes? Il va au-delà. Il va au-delà des craintes parce que c'est une vraie destruction totale du Code du travail, parce qu'il y a l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'avant, la négociation, le dialogue social était possible, mais à condition que l'on respecte la loi. C'est-à-dire qu'il y a la loi et après, on peut négocier pour avoir des conditions... Alors, vous pensez que le dialogue social dans l'entreprise, il fragilise forcément les salariés? Le rapport de force est forcément au détriment des salariés dans les entreprises? Le rapport de force est forcément au détriment des salariés, parce que les salariés sont dans une situation
de domination par rapport à leur patron. Hein. C'est le principe d'un contrat de travail. Hein. Il n'y a pas d'égalité entre les deux signataires d'un contrat de travail. Et la loi était là pour protéger le plus faible. À partir du moment où on considère que la hiérarchie des normes n'existe plus dans ce pays et que l'accord de branche, voire l'accord d'entreprise dans certains secteurs vont remplacer la loi, oui, ça va forcément se faire au détriment des salariés. Et quand on donne l'argument des TPE, PME, bien sûr qu'il y a une question particulière aux TPE, PME. Mais aujourd'hui, est-ce que la solution, c'est de détricoter le code du travail ou c'est de remplir le carnet de commandes de ces TPE, PME ? Quand on regarde et quand on demande aux patrons quel est leur principal frein à l'embauche, pour 30% d'entre eux, et donc pour la première raison, c'est l'incertitude du climat économique du pays. Oui. Ce n'est pas en augmentant la précarité des travailleurs, parce que c'est ça qu'il y a dans ce texte. C'est aussi le cadre réglementaire, l'incertitude du climat économique. Non. C'est pas le cadre réglementaire. C'est le fait qu'ils n'ont pas le carnet de commande. Que le carnet de commande, il n'est pas rempli. Et pourquoi il n'est pas rempli ? Parce que les artisans, qu'est-ce qui les fait vivre ? C'est pas le commerce mondial, c'est pas les exportations, c'est le coiffeur, c'est le boulanger, c'est qui va aller se faire couper les cheveux, c'est qui va acheter un gâteau le dimanche. Pour acheter un gâteau le dimanche, il faut que les salaires soient augmentés. Et là, ce n'est pas le cas. Par exemple, il faut déjà avoir un travail, tout simplement. Ah oui, non mais de précarité, c'est quand même. Si votre modèle, c'est le modèle allemand de remplacer le chômage par la précarité et la pauvreté, ce n'est pas le nôtre. Enfin, c'est pas le vôtre à la France Insoumise. C'est pas forcément pas celui des Français. Enfin, ça reste à voir. Ah bon, parce que vous pensez vraiment que c'est ce que les Français ont fait quand ils ont élu présenté comme ça, nous, Macron, ça donne pas tellement envie. Exactement. Mais c'est pas non plus comme ça que le voient forcément les Allemands eux-mêmes. Non, bah en tout cas, les chiffres sont là. Oui. Le chômage, en effet, est à 5%, sauf que le taux de pauvreté n'a jamais été aussi élevé dans ce pays. Mais ce qu'il faut, donc ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire l'augmentation du chômage depuis la fin de Giscard jusqu'à aujourd'hui, c'est une bonne situation. Non, mais si on regarde depuis la fin de Giscard, 1979, c'est le début de la flexibilité du travail avec la mise en place du CDD et la flexibilité du CDD. C'est-à-dire que depuis 1979, toutes les politiques ont été vers la flexibilité. Et donc on continue. Eh ben, c'est ce que fait Emmanuel Macron. Il continue. Non, il continue pas. Mais si. Je ne suis pas son porte-parole. Non, mais il continue. Il ne continue pas dans cette affaire-là. Il augmente la flexibilité. Franchement, le monde, tous ceux qui ont des smartphones dans notre poche, y compris ceux qui sont à la France Insoumise, savent très bien que le monde a fondamentalement changé. Vous pouvez voyager. Les discours tels que vous le tenez actuellement, ils existent. Moi, je ne suis pas du tout dans une vision qui serait la négation, disons, de la douleur d'un contrat qui est souvent un contrat de soumission. C'est vrai, il y a un problème anthropologique. Nous sommes d'accord. Mais de considérer qu'à partir de ça, l'économie mondiale doit se comporter, ou on doit ajuster la France avec des règles qui datent d'il y a je ne sais pas combien de temps, ça ne tient pas debout. Je vais vous donner un exemple qui me paraît très inquiétant. Beaucoup de chefs d'entreprise considèrent, par exemple, que l'endettement aux États-Unis est supérieur aujourd'hui à ce qu'il était en 2007. C'est-à-dire que dans 2 ans, puisqu'il y a des cycles économiques qui existent, on a tous appris ça à l'université. Dans 2 ans, on peut se retrouver exactement dans la même situation qu'en 2007 et en 2008. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et ce que je pense, le président de la République, parce qu'il a des conseillers, il voit des grands chefs d'entreprise, ils lui ont tous dit qu'il existait un risque systémique. Tout ce qui n'est pas fait avant ne sera pas fait après. C'est ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'il a réglé les problèmes de Lehman Brothers, réglé les problèmes de l'euro, mais il n'a pas réglé les problèmes du pays. Donc Emmanuel Macron, et je ne suis pas comme Mme Berger son porte-parole, il a totalement raison d'accélérer aujourd'hui, au risque de se tromper, au risque de ne pas avoir de majorité, parce que si ça se trouve, la crise systémique tombera sur le monde capitaliste, et que vous le vouliez ou non, nous sommes tous solidaires, Allemands, Italiens, Anglais, Américains, Chinois aujourd'hui. Et donc vous ne pouvez pas sortir en disant « nous, on va garder un système qui est un système qui date de, par exemple, la sortie du Conseil national de la résistance, voire même depuis l'histoire du mouvement ouvrier. » Mais cette affaire-là a évolué. Christine Cardellan, pardonnez-moi, on va écouter Christine Cardellan qui avait quand même un mot à dire. Il y a des choses que j'entends qui ne sont pas exactes, donc je suis obligée, si c'est un débat, de le dire. D'abord, la première chose, les Allemands, c'est vrai qu'il y a des petits jobs, il y a eu une précarisation d'un certain nombre d'Allemands, mais le pouvoir d'achat des salariés allemands est bien supérieur à celui des salariés français, et notamment grâce au dialogue social dans les entreprises. Et avec une productivité moindre. Voilà, premier point. Combien de millions de pauvres ? Deuxième point. Combien de millions de pauvres ? Vous le savez ? Oui. Mais c'est quoi des pauvres ? C'est par rapport à une norme qui est celle de la moyenne allemande. C'est pas la même que celle de la moyenne française qui est plus basse. Mais non. La deuxième chose, c'était à propos de l'emploi. C'est vrai que les chiffres de Pôle emploi au mois le mois sont pas forcément bons, mais la France en ce moment crée 300 000 emplois en rythme annuel. Ça, c'était pas arrivé depuis 10 ans. Est-ce que c'est pas d'ailleurs une source de démotivation pour réformer ? Peut-être pas pour le gouvernement, mais pour les Français. C'est un risque. C'est un risque, mais Toute effectivement. personne qui ne fait rien prend le risque que ça
Ça dérape. Et la troisième chose, c'est à propos de l'inversion de la hiérarchie des normes. Non, les branches, FO a bien contrôlé le fait que les branches gardent un certain nombre de prérogatives. Et que la négociation dans les branches, c'est quoi? Ce sont des négociations entre les syndicats et le patronat. Il n'empêche que ça remplace la loi dans certains domaines. Est-ce qu'on modifie la hiérarchie des normes, comme le dit Bastien Lachaud? Parce que du Pas côté de la hiérarchie. République En Marche, on dit non. Et bien sûr Et que non, si. mais on dit non, parce que Non, moi, je pense que- j'ai quand même lu le Oui. texte, les 5 ordonnances. D'accord. Il n'y a pas d'inversion de la hiérarchie des normes. Il n'y a pas de Ok. dérogation. Prenons Non, mais l'exemple ça, du CDD. Il n'y a pas de Prenons dérogation. l'exemple du CDD. Je vais finir. Non mais, Non. vous dites J'aimerais un juste- manche. parce qu'on m'a posé une question, j'aimerais juste Alors, y répondre. répondez. Il n'y a pas Aurore de Berger, dérogation. et après, je vous répondrai. Mais on Dérogation. prendra l'exemple du CDD Bien sûr, pour que ce soit concret. Il n'y a pas de effectivement. dérogation là, mais je vais vous donner un exemple qui est concret, la durée du travail. Aujourd'hui, vous pouvez décider, en effet, dans le cadre d'accord, que vous êtes soit dans un mode de fonctionnement qui se calcule en nombre de jours travaillés, ou que vous avez en nombre d'heures travaillées. Et tout cela, c'est dans le cadre de la loi. On ne sort pas de la loi. Par contre, on ouvre la possibilité d'avoir ce choix qui puisse être fait, justement, dans le cadre d'accords. Accords de branche, donc avec des syndicats, ou accords d'entreprise. Mais les accords d'entreprise, notamment dans les TPE et PME, contrairement à ce que vous dites sur forcément, par principe, la suggestion des salariés, c'est des accords d'entreprise majoritaires. Donc si dans une toute petite entreprise de 10, 15, 20 salariés, il n'y a pas une majorité de salariés pour accepter cet accord, il n'aura pas lieu. Arrêtez de penser que par principe, le chef d'entreprise Oui, mais ça veut d'une donc dire, TPE va pardonnez-moi, vouloir Aurore Berger, contraindre Aurore Berger, je ses vais me faire salariés. l'avocat du diable, mais ça veut dire que si les salariés dans une entreprise sont majoritairement favorables à une proposition du chef d'entreprise, à partir de ce moment-là, l'accord primera sur ce Dans qu'indique le jusqu'à cadre de la présent loi. la branche ou le Code du Non. travail. Dans le cadre de la loi, on ne déroge pas à la loi. La loi, elle s'applique à tous, que vous soyez D'accord. chef d'entreprise, salarié, vous Oui, et non, mais moi, bien on sûr. doit Mais la loi respecter prévoit les loi. dérogations. Mais justement, Est-ce que je peux? Justement, non. Allez-y. Bien. Sur les CDD, la loi dit 2 CDD maximum. Avec l'ordonnance, il est prévu que dans les branches, on puisse négocier davantage que 2 CDD à la suite. C'est donc bien qu'il y a la loi, et la loi ne protège plus, vu que la branche peut aller au-delà de la loi. Il y a donc Réponse modification d'Aurore de la hiérarchie des normes. Mais il n'y a pas de modification hiérarchique. Vous êtes en train d'essayer d'instiller. Non, mais c'est pas possible. vous On ne peut pas, d'instiller cette on peut pas espèce- discuter Bah, d'est- correctement si vous niez la réalité. Guillaume Durand, vous Pas la vouliez dire. réalité, Mais si, écoutez, vous niez la réalité. Lisez les ordonnances. Guillaume écoutez, Du- de toute façon, la Guillaume vie, Durand. c'est Tout à fait. Je pense que là, je me réfère à ce qu'il dit dans Le Point, qui en fait est le droit fil de ce qu'il a dit pendant toute la campagne. Et je reviens, à mon avis, le problème majeur qui est posé à Emmanuel Macron maintenant, c'est un problème de faisabilité de l'ensemble de ce qu'il a prévu de faire avec une majorité qui est quand même relativement faible au fond, au sens où il aurait fallu faire ça comme en Allemagne avec un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait dans l'équipe Macron, Juppé, Valls et tous ceux qui seront derrière lui pour qu'effectivement il y ait un soutien politique général. Il est un peu esselé, tout le monde le sait, tout le monde le dit. parlementaire. Il y a une majorité parlementaire, mais enfin qui n'est pas une majorité, disons, très expérimentée. Pardonnez-moi, c'est pas un jugement de Et- valeur. et- Après, sur le fond, Oui. non, mais j'ai rien contre. Et on va conclure cette première partie sur le Mais fond. simplement, le problème, c'est que lui, il répond à l'argument que vous donniez et que j'évoquais tout à l'heure, qui est quelle est la suggestion anthropologique des salariés en France aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, on signe un contrat, je signe un contrat avec Madame Berger, elle est patronne, je suis salarié, donc de facto, je me mets dans une situation de soumission. Il y a un problème. Sa réponse, lui, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'il dit que c'est plus un problème syndical pour lui. Le problème, c'est que c'est à l'école que sont posés les problèmes majeurs, que au fond ce système qui est celui des grands principes, l'égalité, etc., ne fonctionne pas, car on sait bien que ce sont tous les élèves qui sortent des écoles de jésuites qui finissent par entrer à l'ENA ou à Normal, Benjamin Griveaux, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron. Donc le système en France, il est totalement inégalitaire, et donc c'est pas en redonnant des syndicats du pouvoir qu'on sortira de cette affaire, c'est en redonnant à l'école une juste égalité des chances. Oui. Et ça, c'est une politique de long terme. On en reparlera. Et on reparlera évidemment de cet entretien accordé par Emmanuel Macron à nos confrères du Point dans un instant. Restez avec nous.